Je donne tout de suite la parole à Elisabeth Gardère, professeure à l'université de Bordeaux 4, comme l'a dit Philippe, et qui va nous parler des invisibles de la démocratie. Alors, si j'ai bien compris, ce sont des citoyens, tels que les définissait Aristote, susceptibles de gouverner par leur simple emprise charismatique, indépendamment de leurs connaissances et de leurs compétences. Alors, la question est comment porter le masque de l'invisibilité dans la Ve République. Bonjour à toutes et à tous. Elisabeth Gardère, donc professeure des universités de Bordeaux. Je me présente à vous aujourd'hui, effectivement, au titre du service public. La parole de la recherche scientifique est ouverte au débat public. C'est sa raison d'être. Et effectivement, le titre que j'ai choisi pour ma présentation, ce sont les invisibles de la démocratie. J'ai volontairement choisi ce terme d'invisible car il va porter tout au long de ma présentation un certain nombre de sous-entendus, voire de choses parfois très explicites, qui à terme, je le souhaite, vous feront envisager la raison de cette subtilité de nuance de l'invisibilité de la démocratie. Alors effectivement, dans le propos liminaire qui vient d'être fait, il a été mentionné qu'il s'agissait d'un populisme qui se cache derrière un masque, ce masque des invisibles de la démocratie. Alors je mets dans ces invisibles de la démocratie une forme d'agrégat, c'est-à-dire un ensemble d'individus. Et c'est là où je commence à déjà donner un embryon de la définition. Qu'est-ce que c'est que ces invisibles ? Eh bien, c'est un collectif, donc d'individus, mais qui n'est pas officiel. Du moins, pas complètement officiel. C'est plutôt une union, et je me prêterai à un jeu de mots assez facile. Je mettrai entre parenthèses devant réunion, donc à la fois une union et une réunion officieuse d'une pensée, d'un mode de rapport au pouvoir qui dissout tout à la fois la chose politique et également le socle économique au travers des modèles économiques qui sont portés dans les différents pays de l'Europe et ailleurs. En tant qu'universitaire, vous m'entendrez citer à 2 ou 3 reprises les travaux de collègues qui ont travaillé de manière assez conséquente, assez importante sur le populisme. Je me suis permis cette parenthèse assez académique, car les travaux qui supportent cette tendance des populistes sont assez rares. Les noms qui figurent sur la première de couverture des ouvrages consacrés à ce thème ne sont pas légion. Et donc c'est la raison pour laquelle, à titre d'information, je me suis permise de vous en injecter 2-3 au fil de mon discours. Je commencerai par une première personne qui se nomme Monsieur et Madame Morozov, et qui nomme le populisme de solutionnisme technologique. Et ce terme qui est à la fois une ambiguïté dans l'ajout des 2 mots, puisque le solutionnisme, on pourrait y transcrire la définition de apporter une solution, apporter une dynamique de consolidation de différents points de vue, et technologique. Alors là, ça pourrait être également ambigu, parce que au-delà de la technologie, on pourrait penser plutôt au modèle technocratique qui va supporter le pouvoir. Et donc la jonction de ces 2 termes dans la définition proposée par Morozov est assez insolite, voire saugrenue, car c'est envisagé comme étant une dérégulation du marché où celle-ci, selon son acceptation, est totalement dépourvue tout à la fois de normes, de législation et bien évidemment de lourdeurs administratives qui elles-mêmes sont considérées comme étant des entraves au bon déroulement de la démocratie. Alors je vais tenter de scander mon propos au travers de différentes parties. La première sera une définition, si l'on peut dire, du populisme, c'est-à-dire quelle acceptation peut-on accorder à ce terme, avec quel crédit.
eh bien, loin d'être un parti politique établi dans tous les pays, même s'il en existe, comme il a été cité tout à l'heure, et comme dans mon propre propos, j'en mentionnerai, il s'agit davantage d'un rêve idéologique. Et au-delà du rêve, je reviendrai tout à l'heure dessus, d'une promesse. Derrière ce terme promesse se cache une figure charismatique, enfin non, elle est portée plutôt par une figure charismatique qui va cacher plutôt des intentions individuelles plutôt que collectives. Alors si on en revient à la part onirique de cette idéologie du gouvernement, eh bien elle s'effectue par et pour le peuple. J'insiste bien sur ces deux termes, par et pour le peuple. Parce que dans le populisme, eh bien, il est souvent envisagé ce terme avec une connotation négative. Et donc je voudrais faire ce bémol, à savoir qu'il y a ici une inclusion totale du peuple. Pourquoi est-ce qu'il y a une inclusion négative? Parce que la définition qui en est donnée, c'est également que parfois les élites sont déçues et déchues au bénéfice du peuple, souvent pour le bien-être des basses classes. Donc cette association de mots, ce chaînage de mots basse classe, comporte un terme, vous l'avez bien entendu, basse, qui est assez péjoratif, et pourtant qui est largement porté dans le vocabulaire, dans le discours des populistes. Populistes que l'on verra souhaitant s'afficher à la fois dans une démarche où les citoyens sont unis, ils sont unifiés par les droits et les devoirs de la République, mais ils sont unis et unifiés comme un collectif qui est spécifique et qui va renvoyer à des droits sociaux qui vont controverser la démocratie telle que nous la connaissons, la démocratie plurielle, la démocratie laïque, qui est caractérisée par la séparation des pouvoirs aux droits opposables individuels, telle qu'elle est exercée dans la Ve République que nous connaissons au XXIe siècle actuellement en France. Le populisme, c'est un ensemble de paradoxes. Le premier des paradoxes, c'est que les populistes se considèrent comme vraiment porteurs d'une démocratie vraie, au travers du discours d'un peuple vrai. Donc là, c'est pareil, si tout à l'heure je mettais un point d'honneur sur les mots par et pour le peuple, je mets un deuxième point d'honneur sur les mots vrai et unité. Donc, il s'annonce comme étant porteur d'une démocratie vraie et pourtant, ils ont tendance à déchoir les élites au bénéfice du peuple. Et vous en conviendrez ici, il y a quelque chose d'iconoclaste. Parce que ce n'est pas un parti politique, sauf exception, on y reviendra, institué, mais c'est plus une pensée, c'est plus une promesse qui se veut presque vertueuse. Et cette vertu est portée par une figure emblématique, une figure charismatique qui ne va pas être choisie au hasard, une figure qui va incarner la pensée et qui va formuler verbalement et également dans le non-verbal la promesse qu'elle porte en elle. Il y a également dans le populisme une dimension que l'on ne retrouve pas nécessairement dans les partis politiques beaucoup plus institués, beaucoup plus académiques, qui est celle de la proximité. Alors j'émets une énorme réserve sur mon dernier propos, parce que nul n'est sans savoir que depuis une quinzaine d'années environ, on est dans des démarches participatives, qu'elles soient numériques, qu'elles soient de proximité réelle dans les différentes circonscriptions, etc. Donc on a des démarches de proximité, on a des démarches participatives par les partis institués, mais ici c'est plus une proximité humaine, plus que idéologique. Donc l'ambition est d'unifier le peuple autour donc, de cette figure emblématique et charismatique qui va porter des codes et des valeurs, mais qui ne sont pas forcément des codes et des valeurs répondant stricto sensus à la Ve République, qui ne sont pas non plus des codes et des valeurs qui vont répondre
à l'un ou à l'autre des partis politiques institués, on va avoir quelque chose d'extrêmement surprenant. On va avoir une acceptation du peuple comme un peuple lisse, comme un peuple qui va être nivelé, comme un peuple qui va faire l'objet d'un lissage social, comme d'un peuple qui, au niveau culturel et idéologique, aurait les mêmes soubassements, les mêmes références. C'est extrêmement curieux, car nous savons tous que le peuple est composé d'une pluralité d'individus et que chacun porte en lui des différences. Donc ici, au travers de cette promesse d'unité, il y a l'ambition de faire émerger un peuple vrai. Donc là, c'est le troisième item sur lequel je souhaiterais attirer votre attention. Ce serait de mettre en capitale ce cinquième mot, vrai. Donc on avait par et pour. Nous avions également promesse et pensée. Et puis ici, nous avons donc ce dernier qui va être en complément de l'unité. C'est un mouvement qui fait appel pas nécessairement à une reconnaissance politique de droite ou de gauche, voire des extrêmes. Il peut même y avoir une forme de peur quelque part du centre, ce centre qui est plus dans le consensus et qui va donc ne pas nécessairement être porteur de ce que l'on entend au travers du populisme. Et au demeurant, on peut avoir également des partis politiques institués, que je ne citerai pas car ce n'est pas l'objet de mon propos, mais qui de manière tout à fait opportuniste, à l'occasion d'événements particuliers dans la vie politique de la Ve République, peuvent convoquer à la tribune de leur parti institué des figures charismatiques du populisme et s'en servir pour asseoir leur discours à un moment donné. Donc on a également un autre chercheur qui a travaillé dans les années 2016, donc c'est extrêmement récent, sur le populisme, et qui dit que c'est un mouvement, une doctrine presque, qui va faire appel exclusivement ou préférentiellement au peuple en tant qu'entité indifférenciée. Donc vous voyez bien que entité, on revient à la notion d'unité, et indifférencié, on revient à ce lissage social, à ce lissage presque universel dont je vous faisais part tout à l'heure et qui traduisait le nivellement dont je parlais. Alors que les populistes se présentent comme de véritables démocrates, voire parfois proches de certains partis politiques, eh bien, ils dénoncent par la même occasion la corruption qui ronge les coulisses de ces partis politiques. Et ils mettent en exergue des formes de manipulation politique. Alors, là, c'est une première injonction paradoxale, pour reprendre une terminologie de Bergson, c'est-à-dire que c'est tout et son contraire. Parfois, ils sont demandés, quémandés pour cautionner une parole politique au sein d'un parti. Parfois, ils fonctionnent totalement différemment, c'est la plus grande majorité des cas. Mais dans tous les cas, ils font des choix à la fois les élites, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient politiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles relèvent de différents milieux que l'on peut envisager comme musical, peu importe, et au profit d'une démocratie où c'est le pouvoir du peuple qui va s'exprimer et où le peuple a toujours raison. Alors là aussi, c'est un autre paradoxe. Le peuple aurait toujours raison. J'attire votre attention sur ce point parce que on parle de peuple vrai et même d'un peuple qui détiendrait la vérité dans le populisme, ce qui est quelque part un petit peu dérangeant dans la mesure où le populisme s'attaque de manière extrêmement drastique, draconienne, de manière très sévère aux autres partis en disant
non, vous nous faites croire, vous nous faites penser, vous nous proposez telle idéologie dans votre parti comme étant une vérité, et nous vous témoignons que c'est par des jeux de manipulation, des jeux de rhétorique, que vous avez une forme de manipulation sur les électeurs. Et ici, lorsque, au travers des travaux de Müller en 2016, donc c'est l'année dernière, c'est tout récent, une analyse extrêmement fine du populisme, on découvre que ce serait le peuple qui aurait la vérité. On se pose la question de ce clivage. Pourquoi tout d'un coup serait-il pris à certains pour être donné de manière non négociable? Donc c'est ici une posture idéologique contre toutes les élites du pouvoir, des sphères intellectuelles, on l'a déjà dit, voire des technocrates. On va y englober, comme mentionné en propos liminaire, les parties prenantes des modèles économiques en place qui font tourner notre économie locale, régionale, nationale, européenne et internationale. Qu'il s'agisse en termes de proximité des banquiers, des chefs d'entreprise, enfin peu importe, tout ce qui fait tourner des artisans, tout ce qui fait tourner l'économie. Et là aussi, c'est un propos qui est quelque peu dérangeant de s'affronter, d'avoir comme point d'achoppement les acteurs du modèle économique. Pourquoi? Parce que, sauf erreur de ma part, qui est acteur du modèle économique? C'est le peuple. Or, le peuple, s'il détient un pouvoir unitaire et de vérité, comment peut-il promulguer des propos contre lui-même, c'est-à-dire contre le modèle économique qu'il fait tourner et qui lui permet de vivre dans une institution technocratique plus vaste que sont les modèles politiques que nous connaissons par ailleurs. Donc là encore, une autre contradiction de ces populistes face à leur définition. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'espère que vous commencez à cerner la raison pour laquelle je parlais des invisibles, parce qu'ils sont présents, ils sont prégnants, tout à la fois, les deux termes, mais en même temps, ils sont tout et leur contraire. Donc l'idée ici, c'est on a un populisme qui, selon la terminologie de Müller, toujours en 2016, serait un mal démocratique qui ronge justement à cause de ces paradoxes la démocratie et dont évidemment le point d'orgue sont les joutes oratoires et une posture très très marquée contre l'establishment. Donc ça c'est un point central, c'est être contre l'establishment. Alors quelles sont les couleurs politiques et quelle définition du populisme? Alors d'emblée on peut affirmer qu'il n'appartient ni à la droite, ni à la gauche, ni aux extrêmes. Pas plus qu'au-centriste pour les raisons évoquées tout à l'heure par Philippe Vialon, à savoir que le centre représente plutôt quelque chose qu'il faut éviter, puisque c'est une forme de consensus sur lequel on ne peut pas s'appuyer, alors que les autres partis volontiers convoqueront des figures emblématiques du populisme pour asseoir leurs idées sur des points particuliers lorsque leurs programmes politiques s'y prêteront. Sinon, le populisme fonctionne tout à fait indépendamment. Mais je dirais également que les populistes sont polysémiques et polymorphes. En effet, il n'existe pas réellement une rhétorique du discours politique du populiste comme on peut le trouver dans les autres partis politiques, si ce n'est la récurrence d'une figure charismatique, la récurrence d'un sixième terme que je mets en capital, du « nous », qui reprend la notion d'unité et qui représente ce fameux peuple vrai. Et ce peuple vrai est largement utilisé, et si on fait une analyse avec des occurrences et des récurrences de ces termes, eh bien ça va stigmatiser une volonté à la fois d'unité et de nivellement que je mentionnais tout à l'heure. Et ça a deux conséquences. La première, c'est de faire prendre conscience les personnes qui vont être réceptives à la parole populiste que les élites ne travaillent pas pour le peuple,
peuple, mais pour le gouvernement. Et que, à l'échelle des citoyens, eh bien, ceux qui contestent le monopole de revendication du peuple vrai, eh bien, font deux exclusions en même temps. À la fois, ils excluent l'idée d'unification et en même temps, eh bien, ils cautionnent les élites dans une image symbolique et silencieuse. Alors pourquoi y aurait-il de plus en plus d'adeptes de ce populisme et avec quelle motivation ? Alors, d'un côté, eh bien, il y a les personnes qui, au niveau de l'abstention, ne veulent pas s'étiqueter d'un parti ou d'un autre et ont envie d'une autre idéologie, d'une cinquième république ou autre, améliorée ou différente, qui va porter des valeurs, celles du peuple. Il va y avoir également les personnes qui veulent avoir un réel clivage ou qui veulent accentuer le clivage entre les partis, sachant qu'aujourd'hui, là aussi, on a de plus en plus une forme de resserrement qui se produit. Je pense que les urnes ont dernièrement été assez significatives sur ce sujet, et mes collègues en parleront tout à l'heure. Et il y a une forme de polarisation entre la technocratie, à savoir la solution économique pour sauver l'euro, et le populisme qui va incarner la seule voie populaire, c'est-à-dire qu'on va dire aux électeurs, il n'y a qu'une seule solution économique, écoutez-nous, on a réfléchi au modèle qui va marcher, ce sera celui-ci. Donc il y a un rejet de toutes les autres réflexions et de toutes les autres solutions, ce qui nous renvoie à la première acceptation qui était celle de Morozov et donc de solutionnisme technologique. Mais on pourrait dire que si le populisme se présente comme une forme donc de mal démocratique, on pourrait même aller plus loin, c'est parfois une pathologie à la démocratie, tellement au niveau de sa prise de parole, il est à l'origine de conflits. Voilà, son mode opératoire, ça va être le conflit. Une prise de parole, je vous l'ai dit tout à l'heure, des joutes verbales, et ces joutes verbales ne vont pas être des effets de scène, des effets de plateau, ce sont plutôt des intentions de saper à l'origine toute tentative de prise de parole de manière contestataire pour entrer dans le conflit. C'est-à-dire que du moment où vous coupez la parole et où vous coupez les intentions d'autrui, vous entrez dans le conflit sur le plan politique. Alors, quelle est sa place sur l'échiquier politique ? Le populisme a prétention à répondre à une volonté d'exclusion. Une exclusion qui est traduite, par exemple, par les frontières qui vont être fermées par le rejet de la mondialisation, notamment. On l'a dit également par le rejet des modèles économiques et de l'establishment. Donc, l'une des forces de notre Ve République, ça va être de répondre à cette forme d'exclusion, mais justement, non pas en rentrant dans le conflit et en disant nous aussi on va vous exclure, mais au contraire d'engager un dialogue avec les populistes, ce qui ne veut pas dire accepter leur manière de présenter les choses. Entrer dans le dialogue, ça ne veut pas dire être d'accord, sinon il n'y a pas de dialogue. C'est du reste ce qui se passera tout à l'heure. Si on discute, c'est que on a entendu des choses, on ne les a pas forcément considérées de la même manière, et puis à défaut forcément de toujours trouver un consensus, on va exprimer nos idées de part et d'autre. Donc ici, c'est être avec et non pas contre, donc c'est-à-dire déjà démanteler ce mode opératoire d'exclusion. Il est également nécessaire de marquer les limites du populisme, à savoir que les démocrates doivent pouvoir dire aux électeurs
où sont les limites de la démocratie sans entrer dans le grand débat de la conspiration. Ça aussi, c'est un thème qui est très très fortement porté par le populisme. La conspiration, la manipulation. Et je vais employer un terme avec modération, parcimonie et guillemets, à savoir que le populisme porte également les termes du grand remplacement concernant l'immigration. Voilà, donc je pense que mon voisin peut-être s'exprimera sur ce point. Il faut aussi stigmatiser qu'il ne relève pas des questions politiques ou économiques, mais des positions plus fermes où les populistes sont homogènes, ce qui revient à l'idée de l'unification. Je dirais que cette idéologie, à défaut d'être portée par une rhétorique, d'être portée par un programme, d'être portée par des écrits, d'être portée par des traces, va être portée par une promesse d'une figure emblématique et charismatique qui énonce tous les problèmes identitaires et qui ne souhaite pas nécessairement résoudre les conflits, bien au contraire, alimenter les foyers de conflits. D'un point de vue purement théorique, c'est pas parce que l'on critique la démocratie et les élites que l'on appartient au populisme. Je voulais mettre cette nuance en exergue parce que sinon on fait des amalgames et ces amalgames ne sont pas ici judicieux. Néanmoins, le populisme se revendique d'un monopole moral du peuple vrai. Il n'en fait pas une question empirique, il n'en fait pas une question donc de rhétorique. Simplement, il dit les autres systèmes sont corrompus. Alors, je disais qu'il s'agissait d'une idéologie, d'un rêve, d'une promesse. Parfois, je vous l'ai dit, on a des partis politiques institués qui vont les convoquer à leur tribune de telle sorte à pouvoir mobiliser des points d'achoppement et qui soient emportés par le populisme. Néanmoins, il existe des partis qui sont très clairement étiquetés. Donc je vais en citer quelques-uns. Si on regarde au niveau de l'antériorité, on va voir que ces partis sont relativement récents. On a notamment Droit et Justice, qui est un parti né le 13 juin 2001 en Pologne, qui s'affiche très clairement comme un parti populiste et qui est très clairement également eurosceptique. Alors eurosceptique, c'est un terme qui va être déployé de manière mécanique et également homogène au travers des différents partis politiques qui se seront institués de manière formelle au travers de la figure du populisme. Donc le premier terme qui va arriver, ce ne sera pas populisme, ce sera eurosceptique suivi de populisme. Le deuxième parti qui va être mis en avant, ça va être le parti Union civique hongroise. Donc, de par son nom, vous aurez compris qu'il relève de la Hongrie. Il est antérieur, il relève à 1988. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas une antériorité énorme. Et il se définit comme à la fois radical, libéral et alternatif, et toujours eurosceptique. Et extrêmement hostile à la mondialisation, avec la question toujours des frontières et de l'exclusion qui en font les pierres angulaires. Et puis, on parlera également, je ne vais pas faire une liste exhaustive, j'ai juste choisi 3 parties parce que comme ça fait un triptyque, de l'AfD, donc, qui, elle, relève de l'Allemagne et qui a été créée en avril 2013, donc là encore très récemment, et ce parti milite avec une banderole qui est celle de l'euroscepticisme, et pourtant, et alors là, on rejoint ce que je vous dis depuis le début, encore un autre paradoxe, ce parti de qui est-il constitué? Je vous le donne dans le mille. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait une critique du modèle économique, mais que donc des entreprises, des banquiers, des artisans, etc. Et tout ça, qui le fait fonctionner, c'est le peuple. Ici, dans ce parti politique constitué qu'est l'AfD,
qui est eurosceptique et énoncé comme étant populiste, contre l'établissement, et ben, qui en fait partie? Il s'agit de professeurs en économie, donc d'universitaires, de penseurs académiques et d'intellectuels ou de personnes qui relèvent de la sphère de ce qu'on appellerait les élites au sens du populisme. Donc là aussi, on est dans quelque chose de totalement décalé par rapport au fondement idéologique du populisme, puisqu'on est sur un parti qui est composé contre nature. Donc, est-ce que le populisme est aussi proche du peuple qu'il le prétend? Depuis plus de 25 ans, il y a une énorme montée de la défiance du peuple envers les élites de toutes sortes qui se cristallisent par des mouvements dits populistes et qui correspondent à un mode d'articulation et de demande politique qui va émaner du peuple face à une offre politique venue d'en haut et qui est estimée comme caduque. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de flottements ou des signaux très très forts qui nous sont renvoyés dans les urnes au moment des élections. Donc c'est sur ces points-là que le populisme va entrer en scène. Et ces 3 points d'achoppement au niveau de l'Europe comme de la France vont être l'immigration, la mondialisation et l'Europe elle-même, alors que le populisme parsème l'Europe de sa promesse, de sa pensée idéologique. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un dénominateur commun qui est d'attirer les électeurs qui se détournent des partis reconnus pour leur proposer un nouveau paysage politique. Alors avec quels moyens d'action? Eh bien là, je laisse la question totalement ouverte, parce qu'en dehors des partis institués que j'ai cités pour les pays volontairement hors France, pour ne pas entrer dans une polémique politique nationale, voilà, avec quels moyens, puisqu'il ne s'agit pas, sauf de manière marginale, de partis politiques institués. Donc sans partis politiques institués, quels sont les moyens mis pour tenir des promesses? Et le terme qui, quelque part, nous fait réfléchir, c'est une promesse, si elle est prononcée, elle doit être tenue. Surtout si on l'associe avec la terminologie portée et supportée par le peuple, qui est celle d'un peuple vrai. Donc vérité, promesse, d'accord, mais avec quels moyens? Ils ne sont pas énoncés. Et en dehors de la figure charismatique qui va véhiculer le message, il n'y en a pas clairement d'identifié, il n'y a pas de mode opératoire clairement identifié. Et cela, dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que cette figure charismatique qui va porter le populisme, elle a quelque chose également d'un peu embarrassant. Parce que, comme mon collègue, le professeur Vialon le mentionnait, on n'a pas simplement une figure charismatique qui va effectivement collecter la pensée du collectif officieux, mais on va plutôt avoir un collectif officieux qui va s'agréger à une personne, et cette personne va parler non pas au nom du peuple vrai, par et pour le peuple. Donc je reprends les 2 termes que j'avais mis en majuscule dans ma façon de m'exprimer face à vous tout à l'heure, mais cette personne charismatique va plus souvent s'exprimer en son nom propre et au titre de ses intérêts plus particuliers que ceux du collectif du populisme. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même assez dérangeant. Alors, pour conclure, on pourrait dire que le populisme voudrait faire en sorte que les élites deviennent minoritaires et que le discours soit lié à cette fameuse promesse. Et pour ce faire, non seulement le conflit est de rigueur, mais le populisme travaille à la mise en tension
entre les élites et le peuple. Donc là aussi, autre point d'interrogation. Tout à l'heure, on a dit que les partis politiques institués avaient parfois convoqué des populistes pour leur cause et composer avec, dialoguer avec. Donc ce terme « avec », je l'avais également mis en majuscule, alors que le populiste, même s'il accepte la proposition, n'a qu'une volonté, c'est être en tension et toujours entrer dans le conflit entre élite, parti institué et peuple. Donc c'est ça qui va être le porteur du discours. Et ce qui va permettre de mettre en place une forme d'ordre symbolique de l'unité, dont le point d'ancrage serait l'unité pour pallier la crise. Sauf erreur de ma part, là encore, il ne s'agit pas de moyens d'action. Il s'agit juste d'une figure emblématique, d'un symbole qui ne va pas être un levier ni technocratique, ni organique, ni matériel pour faire avancer les choses. C'est brandir une idée contre. Et le populisme, enfin, va dénoncer un terme qui va être un néologisme, qui va être celui de la particratie. Qu'est-ce que c'est que la particratie ? Je prendrai le cas de la Belgique, toujours pour sortir de l'hexagone et ne pas entrer dans les polémiques politiques nationales. La particratie, ce sont les coalitions politiques, telles qu'il en existe en Belgique, avec les avantages que vont en tirer les politiques du dit pays, avec par exemple, pour ne citer que ça, la possibilité de mandats cumulés, des partis politiques qui vont engager des dépenses parfois dispendieuses sans que ce soit forcément un point d'achoppement, etc. Donc en conclusion, je dirais que derrière cette promesse se pose réellement la question de l'appareillage technique, technocratique, sans moyens d'existence et sans instance représentative du populisme. Il y a une volonté, on l'a dit, de lissage social et de nivellement du peuple, mais qui s'exerce également en dehors de la bulle populisme, et qui est avec la même ambition pour les partis politiques. En fait, ce serait rayer de la carte des scrutins mis à la disposition des électeurs la pluralité des partis politiques en disant mais regardez, ce sont tous des manipulateurs, ils sont tous corrompus et les idéologies qui sont portées ne sont pas celles qui seront tenues. Il y a une deuxième également source qui va porter cette promesse, c'est celle de, je l'ai dit tout à l'heure, de la proximité. Qui dit proximité dit temporalité réduite, donc immédiateté, ce qui est en opposition très claire avec le temps politique, qui est un temps qui est long, alors que le temps du populisme est un temps court, voire de l'instant. Donc, on a 3 points. Le populisme a comme bouc émissaire l'establishment, contre l'établissement. Le diagnostic qui est posé, c'est qu'on a un peuple vrai, unitaire, porté par un profil charismatique, qui va promouvoir une promesse, mais avec quels moyens ? Et qu'il n'y a pas de question à se poser sur l'appartenance à droite, à gauche ou autre, puisque c'est quelque part non pas un parti, sauf exception, institué, mais c'est plutôt un mode de pensée, une promesse, et qui de manière opportuniste va répondre présent au parti qu'il est le premier à critiquer. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Gardère. Vous avez parlé à plusieurs reprises de joutes oratoires. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour signaler qu'il y en aura.